Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant. Et si un simple jeu, un jeu d'imagination, pouvait en fait nous révéler les structures les plus profondes de notre esprit? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va se pencher sur un test psychologique qui, sous ses airs tout simples, est capable de cartographier notre monde intérieur. Attention, ce n'est pas de la magie, loin de là. C'est un mécanisme absolument fascinant de notre psyché. Allez, on plonge là-dedans ensemble. Allez, on commence tout de suite. Prenez juste un petit instant, fermez les yeux si ça aide, et imaginez. Voilà, un désert immense qui s'étend à perte de vue. Qu'est-ce qui apparaît? Cette question, aussi simple soit-elle, c'est le point de départ d'une histoire. Une histoire que notre propre esprit va commencer à construire, là, maintenant. Ce petit jeu qu'on appelle parfois le test du cube, il repose sur une idée vraiment simple en fait. Il s'agit de présenter à notre esprit quelques symboles, des symboles fondamentaux. Et ces symboles, ils vont agir un peu comme des points d'ancrage, des toiles blanches sur lesquelles notre psyché va pouvoir projeter sa propre histoire, ses structures les plus intimes. Alors, au beau milieu de ce paysage mental, le premier symbole apparaît, et c'est le plus important de tous, un cube. Voilà, le cube. C'est vraiment le point de référence absolu, le centre de gravité autour duquel tout le reste va venir s'organiser. Ce cube, donc, il représente la structure du soi, de notre identité. Mais comment ça marche au juste? Eh bien, il faut l'observer. Le cube qui est apparu dans l'imagination, il est comment? Grand, petit, en bois, peut-être en verre, transparent, opaque. Chaque petit détail, c'est une projection de la perception qu'on a de soi. Par exemple, un cube immense, bien solide, ça pourrait suggérer une grande confiance en soi. À l'inverse, un cube tout petit, fragile, transparent, ça pourrait indiquer une identité qui se sent peut-être plus dépendante du regard des autres. Ok, maintenant qu'on a le soi, le cube, ajoutons le deuxième symbole. Logiquement, après le soi, qu'est-ce qui vient? Le lien aux autres, bien sûr. Et ce lien, il va être représenté par une échelle. Et l'échelle, c'est un symbole super puissant, parce que c'est mobile, ça peut être fragile. Alors il faut se demander, où est-elle cette échelle? Est-ce qu'elle est bien solide, appuyée contre le cube? Ça pourrait vouloir dire que les autres sont vus comme un accès à soi. Ou est-ce qu'elle est par terre, peut-être même cassée? Là, ça indiquerait plutôt une difficulté à se connecter. En gros, son état, sa position, tout ça nous révèle la qualité de nos relations, de nos liens avec les autres. Et pour finir, un dernier symbole fondamental vient mettre un peu de vie dans cette scène. Un élément dynamique, une énergie pure en mouvement, le cheval. Le cheval, attention, ce n'est pas juste une image statique. Non, c'est un vrai acteur dans cette histoire mentale. Il représente notre énergie pulsionnelle, notre désir, nos instincts. Du coup, son comportement est hyper révélateur. Est-ce qu'il est là, calme, tout près, ou alors est-il sauvage, en train de s'enfuir? Sa façon d'être montre comment nos élans les plus profonds, comment ils se manifestent dans le paysage de notre esprit. Bon, on a vu les symboles, mais maintenant, la question c'est comment ça fonctionne tout ça? C'est quoi le mécanisme derrière? La réponse, elle tient en un mot, un concept psy bien connu, la projection. Alors, un point super important à comprendre, on n'est pas du tout dans la voyance ou la divination, absolument pas. Ce qu'on a là, c'est ce qu'on appelle un dispositif projectif structuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que le jeu donne un cadre, une sorte de grammaire, et c'est notre propre esprit qui vient remplir les blancs avec son contenu personnel. Le processus, en fait, il est assez simple. Le cube, l'échelle, le cheval, tout ça, ce sont des formes neutres. C'est une espèce de grammaire symbolique vide. Et notre inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en saisit et, sans le filtre de la raison, sans analyse, il y projette directement ses dynamiques, ses peurs, ses désirs. En fait, il raconte sa propre histoire en utilisant ces symboles. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est que ce jeu ne fait pas que révéler des choses. Ce qui est dingue, c'est ce qu'il fait. Il ne se contente pas de prendre un cliché, une photo instantanée de notre psyché. Non, il participe activement à sa construction. Et c'est là toute sa puissance. Et la différence, elle est cruciale. Un test qui est juste projectif, il montre ce qui est déjà là, mais caché. Mais ce jeu, lui, il est aussi performatif. C'est-à-dire que quand on raconte l'histoire de cette scène, on ne fait pas que la décrire. On lui donne une forme, on la structure, et cette narration, elle devient une espèce de carte mentale qui peut même influencer notre façon de voir les choses par la suite. C'est pour ça que parfois ces scènes peuvent donner l'impression d'être des prédictions. Mais attention, ce n'est pas qu'elles prédisent l'avenir. C'est plutôt qu'elles dessinent la carte d'une dynamique. Une dynamique psychique ou relationnelle qui est déjà là, sous la surface, bien avant qu'on en ait conscience. Elles esquissent en fait le plan d'une structure qui est déjà en train d'agir. Donc on a ce trio de base, le soi, le lien, le désir, le cube, l'échelle, le cheval. C'est un noyau super puissant. Mais on peut aller plus loin.
On peut enrichir ce paysage pour explorer d'autres facettes de notre existence. Voyons voir comment l'ajout de quelques symboles peut nous donner une carte intérieure encore plus riche, encore plus détaillée. On pourrait par exemple introduire de nouveaux éléments. Tiens, de l'eau. L'eau, ça viendrait symboliser le rapport aux émotions, le flux affectif. Une maison ou un abri, ça ce serait l'intimité, le sentiment de sécurité. Un arbre, notre lien au temps, à notre histoire, à nos racines. Un chemin, une route, bien sûr, la trajectoire de vie, l'avenir. Et pourquoi pas du feu, l'énergie vitale, le sens qu'on donne aux choses. Chaque nouveau symbole, c'est comme ouvrir une nouvelle porte sur notre monde intérieur. Et ce qui est tout aussi intéressant que ce qu'on met dans la scène, c'est ce qu'on n'y met pas. L'absence est aussi pleine de sens que la présence. Imaginez si quelqu'un refuse spontanément de mettre de l'eau dans son désert. Ça peut pointer vers une difficulté à être en contact avec ses émotions. Pas de chemin. Peut-être une incapacité à se projeter dans l'avenir. En fait, ce qui n'est pas dit, ce qui est laissé de côté, c'est parfois le plus important. Ok, mais pour que tout ce système symbolique fonctionne bien, pour qu'il soit vraiment efficace, il y a quelques règles du jeu, des principes de base. Des règles un peu implicites qui structurent l'expérience et qui garantissent sa puissance. Allez, on regarde ça de plus près. Déjà, l'ordre dans lequel on introduit les symboles n'est pas anodin. Ça suit une sorte de genèse psychique. On part du plus large, du plus général, le paysage. C'est le monde, le décor qui est donné. Ensuite, on introduit le champ des émotions, avec l'eau par exemple, et c'est seulement après que le soi, le cube, peut apparaître. Le lien aux autres, l'échelle, vient encore après. Et tout à la fin, le cheval, cet autre qui nous traverse, entre en scène. On va du contenant vers le contenu, du plus général au plus spécifique. Un autre principe super important, c'est le nombre de symboles. On parle souvent du chiffre 7. Pourquoi 7 ? Parce que c'est un peu une limite cognitive. C'est la fameuse règle du 7 plus ou moins 2. Au-delà de ça, notre mémoire de travail commence à saturer, elle a besoin de rationaliser, de faire des paquets. Et là, c'est la conscience analytique qui prend le dessus. Donc pour que la projection reste pure, spontanée, il faut rester sous ce seuil. Et là, on peut se poser une question tout à fait légitime. Si on peut ajouter des symboles, pourquoi est-ce que certains, qui pourraient paraître évidents, sont en fait évités ? Pourquoi est-ce que cette grammaire symbolique est choisie avec autant de soin ? Prenons un exemple qui est très parlant. Pourquoi un cheval et pas, disons, un lion ou un tigre ? Eh bien, la comparaison est super éclairante. Le cheval, c'est un animal social qui a une longue histoire avec l'humain. Il représente l'élan, la pulsion, oui, mais dans un cadre qui peut être relationnel. Le félin, lui, c'est tout autre chose. C'est l'archétype du prédateur solitaire. Il incarne un danger direct. Si on l'introduisait, on risquerait de déclencher des mécanismes de défense très archaïques et pas une projection riche et nuancée. Le but ici, c'est de construire le soi, pas de le mettre face à une menace qui pourrait être traumatisante. Au final, on voit bien que ce jeu symbolique, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple test. C'est un outil de narration de soi hyper puissant. C'est une sorte de rituel personnel pour donner une forme à ce monde qu'on a à l'intérieur. Ça permet de mettre en scène ce qui nous anime au plus profond. Alors la question qui reste en suspens, et c'est peut-être la plus importante, c'est celle-ci. À travers ces quelques symboles, quelle est l'histoire que notre propre inconscient essaye d'écrire ?